Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Des combats aux portes de Tripoli entre les troupes du général Haftar et les forces gouvernementales. Dans ce journal, reportage depuis la ligne de front. C'est l'heure du recueillement au Sri Lanka. Au lendemain de la série d'attentats qui a fait plus de 300 morts, l'État islamique a revendiqué le carnage. Et de la santé aussi avec le Malawi qui devient le premier pays au monde à tester à grande échelle le vaccin contre le paludisme. C'est une période difficile pour la Libye. Les habitants de la capitale Tripoli craignent de revivre les jours sombres de la révolution de 2011, une révolution qui avait renversé le colonel Kadhafi. Et depuis la disparition du colonel, la plus grande confusion règne dans le pays. Deux rivaux se disputent la capitale, Fayez al-Sarraj et le maréchal Haftar. En seulement 15 jours d'intenses combats, plus de 200 personnes ont été tuées. Reportage Ola Guérin et Myriam Leroy. À Tripoli, le spectre de la guerre est de retour. Au lieu de la conférence de paix des Nations Unies, qui était censée se tenir cette semaine, la capitale libyenne est en proie à une lutte pour son contrôle. La BBC s'est rendue sur la ligne de front, dans la banlieue sud de Tripoli. Ain Zara, la banlieue, est un champ de bataille clé. Tout est désert à présent. Seuls visibles, ceux qui se présentent comme les défenseurs de Tripoli. Et les voici, ils forment la brigade 191. La situation rappelle à bien des égards la révolution de 2011. À l'époque, comme aujourd'hui, on note la présence de ces combattants volontaires aux pieds nus. Jusque-là, ils ont pu résister au général Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est libyen. Ces hommes ici sont au front pour défendre le gouvernement de Fayez al-Sarraj, reconnu par la communauté internationale. Ils soutiennent qu'il ne s'agit pas juste d'assurer le contrôle de Tripoli. Aussi, disent-ils, c'est un combat pour l'avenir de la Libye. Et un peu plus loin, sur la place des Martyrs, un océan de drapeaux et un concert de protestation. Dans la foule, Malek El-Badri. Né à Leeds au Royaume-Uni où elle a grandi, Badri vit aujourd'hui à Tripoli. Je pense que Haftar est un criminel de guerre, dit-elle. Il est l'image crachée de Mouammar Kadhafi. Il marche sur les mêmes traces. Il dit qu'il va libérer Tripoli et que tout ira bien, que la sécurité régnera. Mais il sera simplement un autre Mouammar Kadhafi. Beaucoup ici se sentent abandonnés par la communauté internationale. Mais cela ne les décourage pas. Ils se disent déterminés à tenir tête à leurs ennemis. Le général Haftar, quant à lui, se présente comme garant de la stabilité du pays. Il se veut l'homme qui a la trempe pour écraser les islamistes. Et il est soutenu par des puissances régionales. Et de nombreux Libyens sont sceptiques. Dans la rue, les manifestants redoutent que Khalifa Haftar ne replonge leur pays, toujours fragile, dans une guerre ouverte. Une perspective qui repousse tout espoir d'une Libye démocratique. La crise en Libye et celle au Soudan sont au menu d'un sommet de l'Union africaine qui se tient au Caire. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, président en exercice de l'Union africaine, a appelé à préserver les institutions de l'État au Soudan pour éviter le chaos. Notre réunion d'aujourd'hui a pour but d'examiner l'évolution de la situation au Soudan et d'appuyer les efforts déployés par le peuple soudanais pour réaliser ses espoirs et ses ambitions, pour se diriger vers un avenir meilleur en tenant compte des efforts du Conseil militaire de transition, mais aussi de la puissance politique et civile du peuple soudanais. Compte tenu des événements historiques sensibles qui se déroulent au Soudan, il est crucial de déterminer la voie politique à suivre tout en faisant face aux menaces sécuritaires et économiques du Soudan. La communauté internationale est invitée à bien comprendre tout cela afin d'apporter son soutien pour aider le pays à faire sa transition vers une démocratie pacifique.
Et pour être complet sur le Soudan, sachez que les dirigeants de l'Union africaine ont donné 3 mois à la junte militaire pour organiser une transition démocratique. À Khartoum aujourd'hui, des centaines de manifestants supplémentaires sont allés gonfler les rangs de ceux qui campaient devant le QG de l'armée et réclament le transfert du pouvoir à une autorité civile. Dans une interview à la BBC, le chef du conseil militaire, le général Abdel Fattah al-Burhan, exclut le recours à la force contre les manifestants. Les gens sont conscients de l'état de la nation. Le pays aurait pu sombrer dans le chaos et les autorités étaient négligentes. C'est pourquoi les forces armées ont décidé de prendre le contrôle. Mais nous ne représentons pas une menace pour le peuple. Nous voulons juste que la situation se calme et revienne à la normale. Les manifestants ont le droit de protester où et quand ils le veulent. Dans l'actualité également, le groupe État islamique a revendiqué les attentats suicides contre des églises et hôtels au Sri Lanka. Ces attentats ont fait plus de 300 morts et 500 blessés. Le gouvernement évoque quant à lui la responsabilité de groupes djihadistes locaux, aidés peut-être par l'EI. Pendant ce temps, les premières cérémonies d'inhumation ont lieu aujourd'hui. Le récit d'Olivier Weber. Un homme sur le point d'assassiner une centaine de fidèles pendant une messe de Pâques. Équipé d'un sac à dos bourré d'explosifs, il se dirige d'un pas décidé vers l'église. Il y pénètre, beaucoup de gens sont debout car la messe est bondée. Il s'avance vers l'autel et se fait exploser. Le jour le plus saint est devenu le plus meurtrier. Ce matin a commencé l'inhumation des morts. Elle prendra longtemps. Beaucoup ont encore du mal à assimiler l'ampleur du massacre. Et les survivants cherchent à comprendre pourquoi ils ont survécu. J'étais sous le choc. J'ai cherché ma fille et quand je l'ai trouvée, elle ne m'a pas reconnue. Puis elle a dit « Dieu m'a sauvée, moi et ma maman ». Cet homme a été témoin des suites de l'explosion qui a tué son beau-frère, a jamais gravé dans son esprit des images d'enfants. C'est une terrible tragédie, c'est inimaginable. Il y avait des corps de tout petits enfants. Ils étaient tellement déchiquetés qu'on ne pouvait pas les identifier. Vous ne pouvez pas imaginer comme je suis triste. L'état d'urgence a été décrété au Sri Lanka après une nouvelle explosion lundi. Elle n'a pas fait de blessés, mais les autorités redoutent d'autres attaques. Le ministre de la Défense a expliqué au Parlement que 2 groupes islamistes locaux sont à l'origine des attaques de dimanche, aidés par un réseau international. Toujours selon le ministre, les attentats auraient été commis en représailles au récent massacre des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Mais les autorités ici sont vivement critiquées pour avoir ignoré les alertes transmises aux services de police avertissant de possibles attentats contre des églises. Et aujourd'hui, au milieu de ce carnage, plus de 300 familles vivent avec les conséquences. Le reste de l'actualité en bref et en images. Vladimir Poutine et Kim Jong-un ensemble ce jeudi. La première rencontre entre le président russe et son homologue nord-coréen. Le sommet aura lieu à Vladivostok, dans l'est de la Russie. Les 2 hommes aborderont notamment la question du programme nucléaire de Pyongyang. La Corée du Nord cherche des soutiens internationaux, dont son bras de fer avec Washington. L'opposant ougandais Bobi Wine placé en résidence surveillée à Kampala. Les autorités évoquent des raisons de sécurité nationale. Bobi Wine, potentiel adversaire du président Yoweri Museveni, avait été arrêté hier puis relâché pour avoir tenté d'accéder à un concert interdit par les autorités. Une nouvelle menace pour Notre-Dame de Paris. Après les flammes, c'est désormais la pluie qui pourrait endommager la cathédrale. Des orages accompagnés de vent pourraient s'abattre sur Paris au cours des prochains jours. Les autorités installent d'urgence des bâches sur l'édifice pour éviter les risques d'effondrement. Et puis, le Tout Hollywood s'était donné rendez-vous hier soir à Los Angeles pour l'avant-première d'Avengers Endgame, le film le plus attendu de l'année, et clôt un chapitre de 22 productions dans l'univers des super-héros de Marvel. Avengers Endgame a déjà battu le record de pré-vente aux États-Unis. Parlons santé à présent. Selon les statistiques de l'OMS, l'Afrique est de loin le continent le plus touché par le paludisme, avec 90% des 435 000 personnes tuées chaque année dans le monde par la maladie. Mais il y a de l'espoir,
car le premier test grandeur nature des vaccins expérimental a débuté au Malawi. La campagne s'étendra la semaine prochaine au Ghana et au Kenya, 2 autres pays pilotes du programme. Explication avec Pierre-Antoine Denis. Le paludisme est l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Mais un nouveau vaccin devrait maintenant constituer une étape cruciale dans la lutte contre cette maladie mortelle. Appelé RTS-S, le vaccin est le premier du genre. L'Organisation mondiale de la santé espère qu'il réduira considérablement le paludisme. Il a fallu 30 ans pour le développer et dès aujourd'hui, il est mis à l'essai au Malawi. Il sera ensuite instauré au Ghana et au Kenya la semaine prochaine. Les enfants recevront le vaccin en 4 étapes avant l'âge de 2 ans. Un processus long, mais à fort potentiel. Nous allons faire ce projet pilote pendant les 30 prochains mois. Et nous avons l'intention de vacciner 120 000 enfants par an. Et après 30 mois, nous allons peut-être le déployer dans d'autres districts et éventuellement, probablement, dans tout le pays. Le vaccin entraîne le système immunitaire à attaquer le parasite du paludisme, qui est principalement transmis par les moustiques. Actuellement, un enfant meurt du paludisme toutes les 2 minutes. L'importance est cruciale. Si nous mettons ce vaccin à l'essai après la phase pilote, il a le potentiel de prévenir 1 million de cas. Actuellement, nous connaissons 6 millions de cas chaque année. En 2018, le paludisme a causé plus de 400 000 décès dans le monde, dont la plupart en Afrique. Et voilà, on retrouve donc tout de suite Emmanuel Coste. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Nicolas. On commence avec le football et l'actu en Afrique est dominée par les demi-finales de la CAN des moins de 17 ans et cela se passe en Tanzanie. Tout à fait, il faut signaler que les 4 demi-finalistes sont d'ores et déjà qualifiés pour la Coupe du Monde dans cette catégorie d'âge. Donc de ce point de vue-là, pas de suspense et pas de pression. Alors, la première demi-finale demain, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler et même de donner le résultat à cette même heure, on l'espère en tout cas, c'est Guinée-Nigeria. Le Nigeria qui avait terminé en tête de sa poule, qui a fait bonne impression, très bonne impression lors de cette phase de groupe et qui sur le papier en tout cas est favori pour battre la Guinée et se qualifier pour la finale. Même chose pour le Cameroun qui avait terminé en tête de son groupe, qui jouera demain en demi-finale contre l'Angola. Ce sera le 2e match du jour, donc Angola-Cameroun. A priori favorable donc pour les Camerounais et les Nigérians pour se rencontrer en finale dimanche. En Première Ligue, on essaie de rattraper le temps perdu avec des matchs en retard donc de championnat ce soir. Tottenham, le 3e, reçoit le 17e Brighton. Tottenham, vous le savez, qui reste sur cette petite défaite samedi dernier à l'Etihad face à Man City, 1-0, et qui, en cas de succès, eh bien, prendra 3 points d'avance sur Chelsea et 4 sur Arsenal. Encore faut-il gagner. Ça semble difficile pour les équipes qui chassent donc derrière Liverpool et Man City. Brighton à la lutte avec Cardiff pour éviter la relégation. Une victoire là aussi est impérative de son point de vue. Watford-Southampton, c'est l'autre match en retard. Watford le 8e face au 16e Southampton. Et la NBA, la logique a été respectée. Milwaukee, meilleure équipe de la saison régulière, première équipe qualifiée pour les demi-finales de conférence. Ça fait 18 ans que ça n'était pas arrivé aux Bucks. Et ça est arrivé grâce à leur 4e victoire en déplacement dans la salle de Détroit. Milwaukee bat Détroit 4-0 sur l'ensemble de cette partie et se qualifie pour les demi-finales. Logique respectée, je l'ai dit Nicolas. Merci Emmanuel. Et pour terminer ce journal, je vous emmène à la rencontre de petits animaux, des écureuils qui ont été sauvés après s'être égarés de leur maison. L'arbre dans lequel se trouvait leur nid a été coupé. 6 d'entre eux ont été pris en charge dans un centre de rééducation pour animaux en Pologne. Les vétérinaires disent qu'ils ont un énorme appétit. On espère simplement que les écureuils seront relâchés dans la nature quand ils se porteront mieux. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, notamment au Burkina Faso avec notre partenaire TVZ. Bonne soirée à tous et à demain pour une nouvelle édition de BBC Info.